Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. La mer Méditerranée est la seconde interface de l'Europe. Elle est vitale pour son approvisionnement en énergie fossile. Elle est aussi la voie maritime la plus courte et l'une des plus utilisées entre l'Europe et l'Orient, entre l'Europe et l'Afrique. La démographie du Maghreb méditerranéen est extrêmement dynamique, avec une population jeune, instruite et francophone. De plus, certains pays du Maghreb, comme l'Algérie et la Libye, sont assis sur des réserves énergétiques inépuisables et un potentiel touristique très important qui n'est même pas encore exploité. C'est l'Algérie qui ouvre le bal d'une série d'émissions que je consacrerai à l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Maghreb. L'Algérie qui se classe au 14e rang mondial des pays exportateurs d'hydrocarbures, elle fournit à elle seule plus de 15% de gaz naturel à l'Europe. C'est un atout d'ordre stratégique pour un continent européen qui cherche à diversifier ses approvisionnements pour sortir de la dépendance du gaz russe. L'accord d'association, la zone de libre-échange, la francophonie et bien d'autres dossiers seront évoqués dans cette émission avec Emmanuel Morel, eurodéputé français, et Halim Ben Attala, ancien ambassadeur algérien. Monsieur Morel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Monsieur Halim Ben Attala, bonjour et merci d'être avec nous. Et je vais vous poser à vous la première question. Oui. Monsieur Ben Attala, je rappelle que vous avez été ambassadeur de l'Algérie auprès du Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne. Vous avez été surtout le chef des négociateurs lors justement des négociations de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Monsieur Ben Attala, l'Algérie est énorme par sa superficie. Elle fait quelque chose comme 2 millions de kilomètres carrés. Elle est très importante pour l'Union européenne puisqu'à elle seule, elle assure 15% du gaz naturel à l'Europe. Elle est aussi, elle jouit de quelque chose comme 1200 kilomètres de côte. Le secteur touristique en Algérie n'est pas encore du tout exploité. C'est comme ça qu'on perçoit en tout cas l'Algérie depuis l'Europe. Mais comment est perçue l'Europe depuis l'Algérie, Monsieur Ben Attala? Écoutez, depuis la signature de l'accord d'association, mais en fait depuis l'instauration du cadre euro-méditerranéen au début des années 1990, rappelez-vous, c'était à la fin de la guerre froide et il y avait un impératif. C'était de construire dans la région méditerranéenne un cadre de stabilité, de dialogue, de sécurité, de construction de la confiance. Et en objectif sous-jacent, il y avait la volonté indirecte de favoriser, d'avoir un climat propice au règlement des problèmes du Moyen-Orient. C'est pour cela que la Syrie était dans le dialogue euro-méditerranéen, ce qu'on appelait le processus de Barcelone. Et alors, à ce moment-là, au cours de ces années, il y avait une atmosphère de relative confiance. Des mesures de confiance ont commencé à être discutées. Les accords d'association ont suivi, mais aussi des perspectives d'intégration régionale et d'intégration verticale dans le sens nord-sud. Bien évidemment, le contexte a totalement changé depuis en raison de la pandémie récente qui va avoir un impact certain, mais surtout depuis le déclenchement de ce que je dirais le hirak dans les différents pays arabes. Et donc les bouleversements internes ont changer un peu la perception vis-à-vis de l'Union européenne et altérer en quelque sorte le fonctionnement du cadre euro-méditerranéen. On constate, c'est le premier constat qu'on pourrait faire, c'est que depuis lors,
depuis la disparition du processus de Barcelone et la venue du bébé de l'UPM, il y a très peu de dialogue entre le Nord et le Sud. Très peu de dialogue. Ce qui existait auparavant, qui servait à construire de la confiance, qui servait à construire des passerelles de coopération, tout cela, malheureusement, a subi le contre-coup des événements. Et alors, sur un plan politique, nous sommes en présence d'un vide en ce moment. Alors, l'initiative que vous prenez aujourd'hui, c'est déjà un petit premier pas. Alors, le dialogue politique, toujours, mais sur un plan, au plan parlementaire, il a aussi subi des contre-coups. Pour deux raisons. Là, la première, c'est que nous avons, tout au long de ces dernières années, constaté les effets de l'élargissement de l'Europe. Bien, de ce que j'ai vu et de ce que je constate depuis, c'est que le centre de gravité et des intérêts de l'Europe s'est largement déplacé. Vous constaterez avec moi que depuis qu'on ne parle plus du processus de paix au Moyen-Orient, l'agenda méditerranéen est quasiment ou presque sorti de l'agenda, en tout cas au Parlement européen, de ce que je constate. Pareillement, c'est l'autre effet, c'est que la construction européenne absorbe toutes les énergies de l'Union européenne. Les relations, évidemment, les relations avec la Chine, les défis avec la Chine, les relations avec la Russie, les relations transatlantiques, la construction interne, eh bien, tout cela a fait que l'agenda méditerranéen est en quelque sorte déclassé. Très bien. Monsieur Morel, est-ce que vous acquiescez tout à l'heure? Vous êtes d'accord par rapport à ce dialogue politique inexistant aujourd'hui entre le nord et le sud de la Méditerranée? Je ne dirais pas inexistant, mais là où votre invité a totalement raison, c'est que l'élargissement de l'Union européenne a eu une conséquence, c'est qu'il y a de très nombreux pays qui n'ont pas ce lien géographique, historique, charnel, culturel avec la Méditerranée. Ça, c'est une évidence. Et pour de nombreux États membres, la question russe, la question des Balkans, la question, par exemple, de l'Ukraine ou de la Biélorussie font partie des urgences. Là où l'espace méditerranéen leur apparaît moins immédiatement nécessaire. Ce n'est pas mon cas. Et d'ailleurs, je reviens sur votre proposition de départ. Avant de dire que l'Algérie, c'est un pays riche en hydrocarbures, d'abord, l'Algérie, c'est un formidable pays avec une culture extraordinaire, une population avec qui on a envie d'être amis, avec qui on a envie de nouer un partenariat, je dis bien une population. C'est vrai pour moi français, c'est vrai pour beaucoup de collègues qui se disent la politique de voisinage de l'Union européenne, aujourd'hui, elle est largement insatisfaisante. Et c'est particulièrement vrai avec le voisinage méridional. Alors, pourquoi ? Ça vient d'être dit à l'instant. D'abord, la pandémie n'a rien arrangé. Parce que moi, par exemple, je représente la Commission des Affaires étrangères pour la Tunisie dans le cadre d'un dialogue interparlementaire et même au-delà avec la société civile. Depuis le début du Covid, les déplacements sont rendus plus compliqués, les relations sont difficiles. On a un pays, je parle de la Tunisie, qui a subi la pandémie de plein fouet avec une crise économique et sociale très dure. Forcément, la priorité, ce n'est pas le dialogue avec l'Union européenne, même si ça devrait l'être. L'Algérie, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Il y a la question du Irak qui vient d'être soulevée à l'instant. Et il faut bien dire que quand ce mouvement s'est propagé, que l'Union européenne l'a soutenu. Il y a une résolution du Parlement européen soutenant le Irak. La réaction des dirigeants algériens a été peut-être compréhensible de leur point de vue, mais en tout cas, non pas une rupture, mais un refroidissement de nos relations. C'est ça la vérité, c'est qu'on se parle très peu avec les dirigeants algériens, avec les diplomates algériens. Moi, je parle beaucoup aux Marocains, je parle beaucoup aux Tunisiens, moi aux Algériens, parce qu'il y a eu ce contentieux à l'occasion de la résolution du Parlement européen sur le Irak. Et en même temps, moi, je pense que c'était notre devoir, à nous, députés européens,
et même aux institutions européennes en général, de soutenir ce mouvement qui est un mouvement d'aspiration à plus de liberté, plus de démocratie dans un pays qui est très jeune. Et des jeunes qui ont envie de changer de vie et changer parfois de gouvernants. Et je peux les comprendre. Si on va au-delà de ça, le dialogue parlementaire aujourd'hui il est très peu existant. Il faut le renforcer. Il y a une volonté quand même de la commission, de la délégation Maghreb, dont je suis le premier vice-président, d'approfondir ces liens. Mais au-delà de ça, là où je rejoins totalement votre invité, c'est que moi, je l'ai dit d'ailleurs en commission des affaires étrangères il y a 2 semaines, le voisinage méditerranéen, ça doit être une priorité absolue pour nous, Européens. Voilà. Ça ne l'est pas aujourd'hui, ça ne l'est pas d'un point de vue financier, parce que moi, je considère que l'Europe ne met pas assez d'argent dans ce partenariat. Ça doit l'être aussi d'un point de vue culturel, parce que je pense qu'on est dans un espace géographique et historique qui a un sens. Et puis, si on se projette dans les 50 prochaines années, moi, je fais le pari que la Méditerranée tout entière a vocation à avoir des liens beaucoup plus étroits avec l'Europe. Donc moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse. Force est de reconnaître aujourd'hui qu'on est un peu au milieu du gué. Et puis il y a tout ce qu'on a appelé l'espace euro-méditerranéen, notamment le processus engagé à la fin des années, juste avant la 2010, où là, clairement, l'Union pour la Méditerranée, où là, c'est clairement au point mort. Parce qu'il y a aussi des problèmes au sein de la rive sud de la Méditerranée, entre les différents pays qui la composent. Et vous n'êtes pas sans l'ignorer. Bon, moi, je suis optimiste parce que je pense l'après-Covid nous invite quand même à repenser ce qui s'était passé dans la décennie précédente. Et pour moi, la priorité, c'est l'affermissement et l'approfondissement des relations avec les pays de la rive méditerranéenne. Monsieur Morel, je rappelle que dans l'accord d'association, il est prévu ce qu'on appelle le dialogue politique avec les partenaires du sud de la Méditerranée. Monsieur Benatala, Monsieur Morel fait référence à une résolution qui a été décidée ici au Parlement européen, je pense, il y a 1 an, et effectivement, qui n'a pas plu aux officiels algériens. On a essayé de contacter, bien sûr, les autorités algériennes. Et très souvent, je dois vous le dire, et vous avez été ambassadeur de la République algérienne, ils toujours montrent du doigt un certain 2 poids 2 mesures. Et on m'a dit pourquoi, pour le Irak marocain, le Parlement européen n'a pas sanctionné les autorités marocaines quand ils ont emprisonné, arrêté et pas permis aux gens de s'exprimer librement. Monsieur Benatala. Écoutez, avant d'aborder ce point, toujours puisqu'on est sur le volet politique, il y a, quand j'ai fait mon introduction, j'ai fait référence à la notion de confiance entre le Nord et le Sud, de confiance entre l'Algérie et l'Union européenne. Un des éléments importants qui a modifié un petit peu la donne, qui figure dans le chapitre du dialogue politique Algérie-Union européenne en particulier, c'est la référence sur le terrorisme. Et ce qui a changé, et qui a peut-être, et qui a sans doute contribué à baisser le niveau de confiance, c'est ce qui s'est passé en Libye et en Syrie. Alors, les contre-coups de l'intervention occidentale en Libye, malgré les mises en garde de l'Algérie sur le fait qu'il fallait se garder de toute intervention militaire et sur les conséquences d'une déstabilisation de la Libye, des possibilités de déflagration dans la région, de la dissémination des armes et des stocks militaires qui étaient en Libye dans le Sahel. Alors, malheureusement, ces mises en garde n'ont pas été entendues et il s'est vérifié que malheureusement la Libye est devenue un foyer de terrorisme et cela s'est propagé à la région du Sahel. Donc cela, nous étions partis sur un échange d'informations, de renseignements, de mise en confiance entre les deux. Malheureusement, cette intervention a modifié la donne, ce qui fait que sur ce plan important, sur cette question importante du terrorisme, la confiance n'est pas à son meilleur niveau. De même avec la Syrie, qui est un partenaire méditerranéen important. Et le président syrien était accueilli quelque temps de manière fastueuse à Paris, et puis ensuite il y a eu cette intervention. Donc cela aussi a contribué à
faire baisser le niveau de la confiance et un peu de suspicion dans la relation euro-méditerranéenne. C'est tout cela en fait qu'il faut reconstruire. Maintenant sur le Hirak, écoutez, cela est l'indice d'un déficit de communication et d'un déficit de dialogue entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est-à-dire que ce qui est souvent reproché, par exemple, et j'étais ambassadeur sur place, c'est que avant qu'il y ait une résolution, les parlementaires européens ne prennent pas soin de nous consulter, de discuter au préalable, d'essayer de trouver un compromis, de nous comprendre, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, de nous comprendre, de nous expliquer, ensuite libre au Parlement de prendre la décision, de prendre la résolution qu'il souhaite. Mais évidemment, lorsque pareille résolution monte, eh bien, cela déclenche une réaction négative qui peut être perçue comme contre-productive, mais cela fait partie du jeu. Pour le reste, écoutez, tout est en fait depuis les Hirak dans les différents pays arabes. Avec la pandémie, tout est à reconstruire, je dirais. Tout est à reconstruire et tout est à repenser. À repenser pourquoi? Comme je dirais, il est important, le Nord et le Sud se parlent très peu à présent. Et la pandémie n'arrange rien du tout. On ne peut pas continuer à discuter par vidéoconférence. Le contact, ça déshumanize. Monsieur Benatala, oui. Qu'est-ce qui a empêché l'Algérie d'aller de l'avant par rapport à la zone de libre-échange qui devait être mise en vigueur en septembre 2020? Je rappelle aux téléspectateurs et à mes invités que le président de la République, M. Tebboune, avait demandé à l'Union européenne de reporter cette date. Je ne sais pas si vous, en tant qu'ancien ambassadeur, vous avez la réponse de l'Union européenne ou des autorités algériennes. Je poserai la même question tout à l'heure à M. Morel. D'un mot, avant de poser la question à M. Morel. Écoutez, vous passez à un autre sujet là. Écoutez, d'abord, il ne s'agit pas d'une zone de libre-échange, il s'agit de la zone de libre-échange s'entend à l'échelle régionale entre tous les pays de la rive nord et sud. C'était un des objectifs qui était fixé au début de 1990, mais cet objectif ne peut pas être réalisé, bien évidemment. Alors, sur la relation bilatérale, il s'est avéré qu'au cours de la mise en œuvre, les incidences ou les contre-coups sur un plan budgétaire et financier ont été si importants que l'Algérie a dû demander une renégociation technique sur certains aspects. Donc c'est une négociation technique, un report des échéances, mais l'objectif final étant là, mais dans les conditions présentes, je ne suis pas sûr qu'on pourra encore le poursuivre. Mais de mon point de vue strictement personnel, je n'engage que moi-même. De mon point de vue, les accords d'association doivent être revus en entier. Ils sont, à mon avis, complètement dépassés. Il y a une reconstruction du partenariat à faire. On parlait du volet politique. Vous voyez, le volet politique est complètement dépassé par les événements. Tout ce qu'il y a dedans. Vous voulez dire que le président algérien avait raison de demander à l'Union européenne de revoir, de réviser l'accord d'association, en tout cas la partie qui concerne la zone de libre-échange. Je poserai la même question à M. Morel. Dites-moi. Pardon. Je continue. Oui, donc, bien entendu, il avait raison parce qu'il y avait ces difficultés, mais je vais encore plus loin. Je dirais que d'une manière globale, au vu des circonstances et des événements depuis lors, ce type de partenariat avec l'Union européenne est un petit peu dépassé. Le partenariat doit être reconstruit dans absolument tous ses volets. Par exemple, sur le libre-échange, nous sommes dans une époque du retour du protectionnisme alors que les accords d'association prévoient le libre-échange. Rien que de ce point de vue, il s'agit de revoir la construction qui a été faite. Ne parlons pas des aspects culturels, des aspects d'islamophobie, d'arabophobie, tout ce qui était dans les accords maintenant ne tient plus la route. D'accord. Merci. Je vais donner la parole quand même à M. Morel. J'ai l'impression que vous avez voulu réagir déjà par rapport à ce 2 poids 2 mesures, par rapport aux 2 Irak, marocains et algériens. Je réagis parce que c'est pas vrai.
C'est pas vrai, quand il y a eu des problèmes dans le Rif marocain, le Parlement européen a lui aussi fait un texte, d'ailleurs qui avait soulevé l'émotion des diplomates marocains, et même au-delà, hein. Et on avait et on avait eu des explications qui étaient parfois un peu véhémentes, mais le dialogue ne s'est pas rompu. Et là où je reprends votre invité, c'est que quand nous avons fait la résolution sur le Irak algérien, il y a eu des contacts avec les diplomates, et même avec l'ambassadeur. C'est juste que la résolution ne plaisait pas au gouvernement algérien. Moi, je peux le comprendre, mais en même temps, ce n'est pas un problème de communication. Là, nous, on estime que c'est des faits. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, il y a des gens qui le sont toujours, il y a une liberté de la presse qui est à un niveau catastrophique en Algérie, hein, 141e pays pour la liberté de la presse dans le monde. Donc ça, c'est des faits que les députés européens ont estimé devoir mettre en exergue. Ça, c'est la première chose. Donc il n'y a pas de poids, de mesure, ça, je ne suis pas d'accord. Là où je rejoins totalement votre invité, c'est sur 2 points. Premier point, il a raison, les accords de libre-échange tels qu'ils étaient prévus avec les pays méditerranéens, l'Algérie, mais ça vaut aussi pour la Tunisie, ça vaut même pour le Maroc. Je pense qu'ils sont dépassés dans leur construction. Et y compris parce qu'ils sont parfois trop asymétriques, et parfois parce qu'on demande aux pays du Sud, mais ça c'est le problème de la Commission européenne, qu'on est resté quand même qui ne sait pas vraiment faire évoluer sa façon de négocier en matière commerciale. On leur demande par exemple de libéraliser leur marché agricole, comme si c'était un pays au même niveau que les pays européens. C'est absurde, ça va tuer l'agriculture vivrière et ça va mettre en péril leur marché agricole. Moi, je comprends qu'ils puissent hésiter. De la même façon, on demande à l'Algérie de lever tout de suite ses barrières protectionnistes, alors même qu'il y a un déséquilibre qui est trop important, une asymétrie. Donc moi, je suis d'accord avec lui. Il faut revoir complètement notre façon de concevoir des accords de libre-échange et de partenariat commercial avec les pays méditerranéens. Donc ça, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord sur le fait que ce qui s'est passé en Libye et en Syrie a contribué, si vous voulez, à non pas rompre la confiance, parce que, bien sûr, l'Algérie est intéressée à ce qui se passe en Libye, comme nous, mais je ne sais pas si ça a rompu la confiance. En tout cas, ça a donné l'impression d'une diplomatie un peu confuse, un peu hasardeuse, et avec des expérimentations qui se finissent mal. Même si tous les pays de l'Union européenne n'étaient pas engagés de la même façon en Libye, pareil pour la Syrie. Il y a eu un débat, hein, parce qu'on ne peut pas parler de l'Union européenne comme si c'était un bloc homogène sur ces 2 questions. De la même façon qu'on ne peut pas parler du Sud comme si c'était un bloc homogène. Quand monsieur l'ambassadeur dit le Nord et le Sud ne se parlent pas beaucoup, bah, ça dépend de quel Sud on parle. C'est pas vrai. Il y a des Suds et c'est très différent. Pour ce que je connais, hein, c'est très différent, nos rapports avec les Marocains, les Égyptiens, et si on remonte même les Libanais, et si on redescend la Tunisie. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas un Sud homogène et unifié, loin de là. Donc de la même façon qu'il n'y a pas une Union européenne, d'un point de vue diplomatique, on peut le regretter, qui soit totalement unifiée. Donc là où je vous rejoins totalement, monsieur l'ambassadeur, c'est je pense que parce qu'il y a eu la pandémie, parce qu'il y a eu cette crise d'une ampleur inédite qui a quand même remis en question un certain nombre de repères, de réflexes, d'habitudes, c'est vraiment le moment opportun pour reconstruire et reposer les débats sur de bonnes bases. Mais par contre, vous ne nous empêcherez pas de dire, par exemple, sur l'Algérie, que la situation des droits de l'homme, de la liberté de la presse, de la liberté syndicale est problématique. Et en tant que député européen attaché à la promotion d'un certain nombre de valeurs, c'est normal qu'on parle. Mais on le fait pour l'Algérie comme on le fait pour d'autres pays, l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres. Donc ça, ça fait partie aussi de notre job. Les gens nous ont aussi élus pour ça, c'est-à-dire alerter quand il faut alerter. Mais ça n'empêche pas de comprendre et de discuter. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis à vous, comme je le dirais à celui qui occupe votre poste aujourd'hui, je pense qu'on ne dialogue pas assez, on ne parle pas assez, on n'échange pas assez. Sauf de façon un peu superficielle et protocolaire. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que les choses se font. Monsieur Benatalla, moi je me réjouis aujourd'hui d'avoir un député européen qui ne mâche pas ses mots. Donc, mais peut-être je devrais le faire plus. Exactement. L'invitation est lancée. À quand un véritable dialogue et à tous les niveaux? Écoutez, il y a moi, ce que j'avais à l'esprit en termes de dialogue, ce n'est pas le dialogue bilatéral, c'est le dialogue multilatéral, c'est-à-dire tous les pays membres de l'Union européenne
et des pays de la rive sud qui se mettraient ensemble, comme cela se faisait traditionnellement. Dès qu'il y a une tension, il y a un conflit, il y a une crise, les ministres, et jusqu'à des sommets, se réunissaient. Et alors, soit dans un cadre informel, et le dialogue était franc, j'en ai assisté à pas mal, soit dans un cadre plus officiel, et alors il y avait des communiqués et des déclarations communes qui mettaient en valeur à la fois les points sur lesquels on s'entendait et d'autres non. Malheureusement, c'est de cela dont je parle. Hein. Malheureusement, ce cadre-là n'existe plus. Vous avez fait référence à l'UPM. Malheureusement, l'UPM n'est pas à la hauteur des enjeux géopolitiques en ce moment. C'est tout juste un club qui a été positionné à Barcelone, mais qui est très en deçà des enjeux. Donc, c'est pour cela qu'il faut tout reprendre et tout reconstruire. Maintenant, le dialogue bilatéral, bien, écoutez, ça, c'est aux deux parties de prendre l'initiative, hein, du côté du Parlement européen ou alors du côté algérien. Cela est prévu dans l'accord. Rien n'empêche que des initiatives de dialogue soient prises. Les pays du sud de la Méditerranée, en général, reprochent à l'Union européenne justement de prendre toujours des initiatives. On dit toujours que l'Europe propose et c'est l'Europe qui dispose. Pourquoi ces initiatives ne viennent-elles jamais des pays de la Méditerranée du Sud ? Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Il se fait que sur la rive sud, il se fait que, malheureusement, c'est un fait, les intérêts nationaux sont assez différenciés. On arrive à peine à s'entendre sur des positions communes lorsqu'on sera à la veille d'une rencontre avec les pays de l'Union européenne. Chaque pays, en l'occurrence, a sa propre perception et sa propre vision de ses intérêts nationaux avec l'Union européenne. Les nôtres sont différents de ceux de la Tunisie, ceux du Maroc, ceux de l'Égypte. Donc, ce qu'on peut faire, ce qui est peut-être possible de faire, c'est en ce moment à peine de renouer le dialogue. Mais les intérêts sont tellement différents qu'on n'arrive pas à s'entendre sur une plateforme commune à présenter aux pays européens. Et cela est encore plus difficile avec l'État du Maghreb en ce moment. Alors, moi, la perspective idéale, je dirais pour moi, ça serait qu'à l'avenir, les initiatives ne viennent pas de l'Union européenne, que l'initiative vienne des pays méditerranéens, des pays maghrébins eux-mêmes, afin qu'ils soient en mesure de déterminer leurs objectifs, d'avoir un minimum commun ensemble, de dresser des plans, de faire leur propre plan de voisinage, leur propre plan de coopération et de dire explicitement dans des documents précis, comme le fait l'Union européenne, ce qu'ils veulent et ce qu'on attend. Malheureusement, jusque-là, la logique a été que tout vienne de l'européenne et nous étions en position un peu de réaction à cela, mais cela n'est pas suffisant. Cela est complètement dépassé aujourd'hui, me semble-t-il. Très bien, Monsieur Morel. Moi, j'ai envie qu'on finisse avec une note positive. Oui. Il y a autre chose qui lie l'Europe aux pays de la Méditerranée du Sud et surtout le Maghreb central et le Liban notamment, la langue française. Bien sûr. J'ai envie de savoir comment elle se porte déjà au sein des institutions européennes, Très ici mal. à Bruxelles. Très mal, c'est un combat que je mène. Moi, je suis un fervent partisan du multilinguisme. Or, ici, on nous impose une sorte de globish généralisé. Personne s'y retrouve. C'est un appauvrissement culturel et linguistique catastrophique. Je peux vous dire que c'est un combat que je mène ici. Mais c'est aussi un combat qu'on mène ailleurs, parce que la francophonie, c'est un projet extraordinaire. Aujourd'hui, les institutions francophones fonctionnent bien, mais à mon avis, pas suffisamment. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur les instituts culturels, les alliances. Il faut multiplier les projets. En tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire. Je finis quand même parce que j'entendais l'ambassadeur dire quelque chose de positif. Moi, je ne crois pas que l'Union européenne ait envie toujours de prendre l'initiative. Je crois qu'on attend aussi, en effet, que le Sud, ce qu'on appelle le Sud, enfin le Maghreb, soit en capacité de nous dire, voilà vers quelle direction on veut aller. Mais pour ça, il va falloir débloquer bien des problèmes. Le premier, en ce moment, au moment où on se parle, c'est l'incapacité entre l'Algérie et le Maroc, enfin la rupture des relations diplomatiques, et donc l'incapacité de penser de façon commune un avenir qui nous concerne tous, quoi. Donc sur la francophonie, je suis optimiste,
mais il va falloir être très vigilant et se battre beaucoup. Et sur le dialogue Nord-Sud, je pense qu'en effet, l'Union européenne n'est pas assez volontariste, mais qu'en face, on doit avoir des pays du Maghreb qui fassent cet exercice très difficile qui consiste, au-delà des intérêts nationaux, à se parler, à dialoguer pour qu'on arrive à quelque chose de fécond. Mais je ne perds pas espoir parce que, au-delà des dirigeants, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a les peuples. Et moi, je crois que les peuples, ils aspirent à ça, c'est le principal. Monsieur Ben Attala, l'Algérie n'est pas membre de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Paradoxalement, c'est le plus grand pays francophone du Maghreb. Comment se porte la langue française en Algérie aujourd'hui ? Écoutez, je n'aborderai pas, disons, l'aspect culturel, mais je resterai sur mon terrain diplomatique. Alors, l'usage du français ou des autres langues dans les concerts diplomatiques, bien, il faut bien constater que le français est en déclin. Bon, malheureusement pour la France, mais c'est ainsi. Alors, mais il faut être réaliste. Un pays qui s'engage dans le multilatéral, dans un contexte de globalisation, malheureusement, il se fait, ou heureusement, cela dépend, il se fait que l'anglais est le vecteur le plus puissant pour se faire comprendre, pour se faire écouter et pour négocier. J'ai en mémoire une circonstance très simple. La dernière réunion ministérielle euro-méditerranéenne à laquelle j'ai assisté s'est déroulée à Marseille, donc en France, présidée par le ministre français. Et la négociation, toute la négociation ministérielle s'est déroulée en anglais. Il aurait dû être sanctionné. Toute la négociation s'est déroulée en anglais, de manière informelle, sans traduction à la demande des Français. Mais l'inconvénient de cela, c'est que les ministres francophones qui ne parlaient pas anglais étaient hors du coup. Et ils n'ont pas pu participer au débat. Ce qui fait que s'ils avaient maîtrisé quelque peu l'anglais, ils auraient été un peu dans le jeu. Mais c'était une règle qui a été posée par le ministre français, c'est ainsi. Je ne sais pas qui c'est, mais il aurait dû démissionner. Voilà, moi je considère que... Mais ce n'est pas la première fois que j'entends ça, y compris dans les institutions européennes. Vous avez des Français qui viennent plancher devant la Commission et qui pensent intelligent de parler en anglais, même si ce n'est pas leur langue natale. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment de l'anglais en fait. Une sorte de globish, pas très intéressant, un peu techno. Moi je pense que le multilinguisme, il fait complètement partie du projet européen. Même après le Brexit, l'anglais est maître. C'est ridicule. Ici. C'est ridicule. Il n'y a plus que l'Irlande qui parle anglais et nous serions tous sommés de nous mettre au garde à vous en parlant britannique, alors qu'il y a plein d'autres langues merveilleuses qu'il faut parler, qu'il faut écouter. La traduction, ça fait partie de l'ADN de l'Europe. C'est Umberto Eco qui disait ça. Et même Emmanuel Macron doit être sanctionné parce qu'il parle anglais ? Le président de la République française ? Vous faites référence, mais quand même, dans les discours officiels, il parle en français, normalement, le président de la République. À son peuple, heureusement encore. C'est mieux. Le temps mais est parfois, les gens ne le comprennent pas, même quand ils parlent français. C'est un peu un problème. Le temps est passé très vite. Je vous promets que je vous réinviterai tous les deux parce qu'il y a tellement de beaux sujets sur cette région du monde qui est la Mare Nostrum, la mer Méditerranée, notre mer à tous. Merci, Monsieur Halim Ben Attala, d'avoir été avec nous. Monsieur Emmanuel Morel, merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.